suite, on lance l'intervention qui va parler effectivement de M-Extend, voilà, sur des emballages recyclables, ça change tout. Et tout de suite, eh bien, je vous présente voilà, nos deux intervenantes d'aujourd'hui. On a donc Déborah Gohard. Merci Déborah d'être venue et voilà, qui est responsable du développement durable pour le groupe M-Extend, et Marine Lejeune de l'agence Déclic qui va pouvoir intervenir et faire un retour sur ce que va nous dire Déborah. Et moi, je suis Aurélien Pasquier, donc gérant fondateur de l'agence Everest, une agence de communication durable, et président du CJD Rennes. Et on m'a demandé, et avec grand plaisir, d'animer ce temps-là. Voilà. Mais tout de suite, Déborah, est-ce que tu peux nous expliquer là où tu en es avec M-Extend ? Bonjour à tous et puis merci aux organisateurs. C'est la première fois qu'on a cet événement-là à Rennes et je pense que ça participe au grand mouvement dont on a tous besoin. Avant de démarrer, de parler de mon entreprise, je voulais rebondir avec l'intervention précédente de monsieur Jacquilla et par rapport à une expérience que j'ai eue la semaine dernière au sein du club RSE, le C3D, où on a eu l'intervention d'un cofondateur d'un cabinet qui s'appelle Des Enjeux et des Hommes et qui nous disait que suite à la crise Covid, il avait vu après la phase de sidération, 6 mois de phase de sidération, et après énormément d'entreprises qui sont venues les voir, et j'entends la même chose de la part de l'ensemble des cabinets qui travaillent sur la RSE, énormément d'entreprises qui viennent les voir en quête de sens. Et je crois que ça, c'est un mouvement de fond qui n'est pas prêt de s'arrêter. Et je rebondis aussi avec un exemple personnel d'une amie qui est en train de se battre contre le cancer et dans cette phase d'arrêt imposée qui lui est arrivée dans sa vie professionnelle. Elle me disait, je me pose vraiment des questions en ce moment voilà, sur les années professionnelles qui me restent à vivre. Comment est-ce que je pourrais être utile aujourd'hui voilà, face aux urgences environnementales et sociétales? Qu'est-ce que je peux faire? Donc je pense que cette question-là, on est beaucoup à se la poser. Donc voilà, juste pour la petite introduction. M-Extend, alors avant de vous parler de la RSE dans mon entreprise, je voudrais un peu vous parler de cette entreprise-là. Donc nous, on conçoit et on fabrique des chargeurs agricoles. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. J'ai emmené une maquette que mon dirigeant m'a dit, Déborah, tu ne peux pas montrer à l'écran un chargeur, emmène-en un. Donc nous, on fait ça. On fait la fourche qui va à l'avant du tracteur. Le tracteur, c'est pas nous, mais nous, on fait ça. Donc c'est principalement de l'acier. Et notre job à nous, notre raison d'être, à quoi on sert, c'est de faciliter le travail de manutention des agriculteurs. Parce que la manutention dans les fermes, c'est une corvée, c'est plutôt pénible. Et nous, notre job, notre sens, pourquoi on va au travail tous les jours, c'est pour ça. C'est pour faciliter le travail de manutention des agriculteurs. Donc ce chargeur, qui a un outil à l'avant qui va permettre à l'agriculteur de faire différents travaux, ramasser le fumier, nourrir le bétail, ramasser les bottes de paille. Ce chargeur, c'est un couteau suisse dans la ferme de l'agriculteur. Ça lui permet de faire de nombreuses opérations. Hop, donc l'utilisateur de nos produits, ce sont les agriculteurs en France. Donc au niveau de la France, on est leader. Si vous regardez dans les champs, les tracteurs, vous verrez souvent la marque MX ou la marque Manip. On a deux marques différentes. Je suis en train de perdre le fil, excusez-moi, je n'ai pas l'habitude. Donc oui, si vous regardez dans les champs, vous en verrez. Donc on est leader sur le marché français, on est numéro 2 en Europe, mais on vend aussi nos chargeurs à travers le monde entier, dans 64 pays différents. Et puis on a un groupe, donc on a deux entreprises en France, une qui est basée à Assigné, juste à côté d'ici, une qui est à Loudun, et on a également un site en Inde et un site au Brésil. Pourquoi on a fait ce choix-là? C'est parce que l'agriculture en Inde ou l'agriculture au Brésil, c'est pas exactement la même que nous, donc on a du coup des conceptions et des produits qui sont différents sur ces pays-là. Alors, qui fait ces chargeurs-là? En France, c'est 750 collaborateurs et on est 250 dans le reste du monde. Ces collaborateurs, c'est 150 métiers différents. Voilà, on est une entreprise industrielle. Donc nous, dans notre usine, on rentre de la tôle. Voilà, ArcelorMittal, par exemple, arrive avec des plaques de tôle chez nous. Et ces plaques de tôle-là, on va les découper, les usiner, les plier, les souder, les peindre, les assembler avant de les faire partir. Donc on a tous ces métiers-là industriels. Et puis on a également des métiers donc des ingénieurs, des techniciens,
de l'industrialisation, DRH, comptable, informatique, enfin tous les métiers supports dont on a besoin pour fabriquer, concevoir et vendre nos produits. Ce qui est important aussi, c'est qu'on est une entreprise familiale, industrielle, vous l'avez compris, et indépendante. Donc c'est la famille Mailleux. Le fondateur, c'était Louis Mailleux dans les années 1950. Et cette notion d'entreprise familiale indépendante, pour nous, collaborateurs, c'est super important parce que les dirigeants, ils sont accessibles, ils sont là, les décideurs, on peut aller les voir, on peut leur faire nos remarques, nos suggestions, et on est entendu. Donc ça, c'est vraiment un point hyper important. Et c'est aussi une entreprise où une de nos ambitions RSE, c'est que les salariés ils aient plaisir à venir travailler. Plaisir à venir travailler. On a entendu Monsieur Jacquia tout à l'heure. Effectivement, avoir plaisir à venir travailler, c'est important. On sait que le plaisir à venir travailler, ça va générer plus d'engagement de la part des salariés, plus de productivité. Est-ce que c'est pour ça qu'on le fait? Je ne suis pas sûre. En fait, il y a un vrai engagement social de notre direction parce que aussi bien pour le dirigeant que pour les collaborateurs, quand il y a un bon climat social, quand il y a des bonnes conditions de travail, on a tous plaisir à venir travailler. Alors, justement, qu'est-ce qui a poussé une ETI industrielle familiale à faire de la RSE? Alors, ça a démarré chez nous en 2014. Frédéric Martin, qui est notre dirigeant, est arrivé dans l'entreprise en 2009. Donc, Loïc Mailleux, donc de la famille, lui était directeur industriel et directeur achat. Et donc, il a fait le choix au départ de son cousin de recruter un dirigeant. Et donc, Frédéric Martin, lui, faisait partie depuis déjà quelques années d'une association qui s'appelle les Dirigeants Responsables de l'Ouest. Le cœur est à Nantes, mais il y a une antenne qui est en train de se monter à Rennes. Et le fait de participer à ce réseau-là, on a de l'information, on a des conférences, on est informé, voilà, on sait ce qui se passe, on voit comment les autres s'engagent et ça donne envie. Donc ça, c'est un premier élément. Et puis, c'est également une de ses valeurs profondes. Donc pour lui, ça lui tenait vraiment à cœur que l'entreprise soit embarquée dans cette démarche. Et donc en 2014, il nous a embarqués, nous les managers, on était une trentaine, on est partis en séminaire pendant 2 jours. On en a pris plein la tête avec une consultante, le cabinet virtuel qui nous a fait un peu un état des lieux de l'urgence sociale, environnementale. Et puis elle nous a présenté aussi le diagnostic de l'entreprise, où est-ce qu'on en était, les points forts, les points faibles. Et donc pendant ces 2 jours, ça nous a bien fait tous réfléchir. Puis l'histoire a démarré comme ça. On a ensuite créé un comité RSE, le co-RSE, donc le Corse, on l'appelait le Corse, voilà, qui a duré quelques années. C'était des personnes volontaires qui représentaient les principaux métiers de l'entreprise pour avoir vraiment cette vision transversale. Et l'objectif, c'était qu'ils animent la démarche et qu'ils proposent des actions. Et puis en 2017, la direction s'est posée sur notre raison d'être, c'est quoi ? C'est posé sur dans 10 ans on sera où, si on veut perdurer, parce qu'on est un peu sur un marché de niche. Nous, les tracteurs et le chargeur que vous avez vu tout à l'heure, les tracteuristes demain ils pourraient bien se dire bah tiens moi le chargeur je vais le faire, je vais l'intégrer directement. Et donc nous on sera comment dans ce marché-là? Donc il y a une réflexion profonde sur ce qu'on voulait être et où est-ce qu'on voulait aller en 2027. Et cette vision-là, la direction a dit alors d'abord on a un socle. On a une entreprise industrielle performante. Ça, il ne faut jamais qu'on le perde de vue. C'est important d'avoir ces métiers-là, cette compétence-là sur site. Parce que, je le rappelle, on travaille pour des agriculteurs et nous, notre produit, s'il tombe en panne, l'agriculteur, il ne donne plus à manger aux animaux dans la ferme. Donc, en fait, il ne peut pas rester en panne. Donc, on veut absolument avoir l'ensemble du savoir-faire dans l'entreprise pour pouvoir dépanner très rapidement notre utilisateur. Donc on a ce socle industriel qui est hyper important. Et puis pour atteindre cette vision-là, avec une augmentation importante des commandes, l'entreprise va avoir besoin de 3 piliers stratégiques, de 3 propulseurs qui vont booster la fusée. Ces 3 propulseurs-là, il y en a un, c'est l'utilisateur, notre priorité. Parce qu'en fait, l'agriculteur, ce n'est pas notre client. Notre client, nous, c'est le concessionnaire. Comme il y a des concessionnaires de voitures, il y a des concessionnaires de tracteurs. Et avant, on était très focus sur le concessionnaire et en fait, on s'est dit, ok, c'est peut-être pas notre client direct, l'agriculteur, mais n'empêche que c'est lui qui sait ce dont il a besoin, c'est lui qui a besoin du produit qui va nous aider à le définir. Et donc, il faut qu'on soit beaucoup plus en contact avec lui. Donc ça, c'est le premier pilier. Un deuxième sur la digitalisation. Et puis le 3e propulseur stratégique, c'est la RSE au cœur de nos actions. Donc là, elle a vraiment été placée au cœur de la stratégie.
avec une vision qui a été définie. Voilà, en 2027, la RSE elle sera au cœur de la stratégie. Notre processus, notre communication, jusqu'à nos produits seront transformés en profondeur. Donc ça, c'est la vision de la direction. Donc ça, c'est en 2017. Et du coup, en 2018, l'entreprise, en même temps que notre comité Corse qui pilotait la RSE, font le constat partagé que pour aller plus loin, plus vite et pour piloter ce propulseur stratégique, il faut créer un poste RSE, quelqu'un qui soit dédié à 100% de son temps sur ce sujet-là. Donc en 2018, moi je faisais déjà partie de l'entreprise depuis 2004, j'ai fait toute ma carrière dans l'entreprise. Ils m'ont proposé ce poste-là que j'ai accepté avec plaisir parce que ça fait vraiment sens. Et ils savaient que c'était des sujets que j'avais à cœur. Donc même si je n'étais pas formée sur ces sujets-là, ils me l'ont proposé et c'est avec bien grand plaisir qu'aujourd'hui encore je le fais. D'ailleurs, je pense que je ne pourrais pas faire un autre métier maintenant que j'ai commencé. Donc création de ce poste-là. Et puis assez rapidement, quand j'ai rencontré les salariés, parce que dans la démarche RSE, ce qui est important, c'est d'aller à l'écoute de nos parties prenantes. Et donc j'ai commencé par les collaborateurs. Donc j'ai fait des entretiens type qualitatif où j'ai vu en gros une centaine de nos salariés qui représentaient aussi bien l'ensemble des métiers de l'entreprise. Je leur ai demandé pour eux quels étaient les sujets les plus importants en termes de RSE. Donc ça, c'était une première des données. Ensuite, on s'est aussi rapidement dit, et c'était déjà dans les tuyaux, si on veut avoir quelque chose de cohérent, il nous faut des données. Voilà. On peut piloter avec l'intuition, il y a des choses qu'on peut sentir, les émotions, c'est important, mais on a aussi besoin de données. Voilà, moi, je suis ingénieur de base, donc c'est quelque chose d'important. Donc, on a fait un bilan carbone Scope 3. Donc, ça, c'est Scope 3, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais effectivement, c'est les émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble des périmètres, ceux qu'on émet, nous, directement dans l'entreprise, mais également ceux qu'on émet de façon indirecte avec ce que les fournisseurs vont fabriquer, avec la matière première qui va être extraite, avec les déplacements de nos salariés pour venir jusqu'à l'entreprise. Tout ça, ça émet des gaz à effet de serre et de façon indirecte, on en est responsable. Donc, on a eu cette donnée-là. Et puis, on a également fait ce qu'on appelle une analyse du cycle de vie de notre produit phare, un ensemble chargeur-outil. Et grâce à ces éléments-là, alors on a fait aussi un troisième truc, c'est un baromètre social. Voilà, pour la première fois, on a fait un baromètre social auprès de l'ensemble de nos salariés pour essayer de bien connaître, savoir où sont nos enjeux et qu'attendent nos parties prenantes. Et donc, avec toutes ces données-là, ça nous a permis un peu de savoir vers où on devait aller. Et puis également, assez rapidement, on a mis en place des sessions de sensibilisation à l'ensemble de nos salariés. En fait, l'ensemble des salariés, on leur avait déjà expliqué ce qu'était la RSE, mais les nouveaux salariés, ce n'était pas encore le cas. Donc assez rapidement, on a mis en place des sessions d'initiation à la RSE pour l'ensemble de nos équipes qui durent 2 heures. Et quand je présentais la vision 2027, j'avais quand même quelques salariés qui me disaient « Ok, Déborah, on voit bien là, mais par contre, ce que je ne vois pas bien, c'est jusqu'où vous voulez aller, c'est quoi votre niveau d'engagement ?» Ouais, on voit la vision, ouais, mais c'est quand même un petit peu flou, quoi, jusqu'où vous voulez aller. Et donc, du coup, en 2019, on s'est dit avec le dirigeant qu'il fallait qu'on se fixe des ambitions, en fait. Voilà, donc, on s'est posé, le dirigeant, moi, et puis la consultante RSE, pour se dire, voilà, en 2023 déjà, parce que 2027, c'était trop loin, il fallait quelque chose de plus proche. Donc, en 2023, déjà, où est-ce qu'on voudrait être? Et on a défini 23 ambitions pour 2023. Parce qu'on a été un peu ambitieux, je ne sais pas, en 2023, je serais plus à l'aise pour le dire. C'est assez audacieux, assez ambitieux. Et ces 23 ambitions, en fait, on y a réfléchi à 3. Et puis après, moi, j'ai pris mon bâton de pèlerin, je suis allée voir l'ensemble des directions concernées. Et puis, on a discuté. Voilà, on a dit, voilà, nous, on a rêvé de ça. Sur certaines ambitions, on ne savait pas se fixer d'objectifs parce que ce n'était pas nous les sachants. Donc, on a été voir nos différents équipiers. Puis là, on a eu des discussions hyper intéressantes. Voilà, ça c'est atteignable, ça ne l'est pas. Ouais, mais si on va aller vers ça, il faut faire attention. Enfin, ça a été vraiment très, très, très riche. Et ces 23 ambitions-là, maintenant, elles sont complètement motrices de l'ensemble de notre démarche de responsabilité sociétale. En tout cas, ce que j'entends là, et dans les données clés pour démarrer, je reprends les 4 points que tu nous as donnés quand même, qui étaient, pour démarrer, c'est vraiment l'enquête quali avec les salariés, c'est le bilan carbone que vous avez fait, c'est l'analyse du cycle de vie, là, et l'enquête climat-sociale, le baromètre dont tu parlais, plus toute cette partie un peu participative finalement. Donc voilà tout ce que vous avez mis en place concrètement pour commencer à démarrer la RSE. Les fournisseurs là-dedans, enfin, vous allez plus loin? Alors effectivement, quand on fait de la RSE, on sait qu'il y a un truc qui s'appelle les achats responsables. Et donc dans ces 23 ambitions, il y en avait un qui concernait les achats responsables. Alors les achats responsables, chez nous, ça n'a pas été très simple. D'ailleurs, ça ne l'est toujours pas. Moi, je prenais mon bâton de pèlerin, j'allais voir l'équipe des acheteurs. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire sur les achats responsables?
Est-ce qu'on va aller évaluer nos fournisseurs pour savoir où est-ce qu'ils en sont? Parce que si nous, on commence à s'améliorer, à améliorer notre impact social et environnemental, si on commence à faire bien, mais que nos fournisseurs, eux, ils font n'importe quoi, ça n'a pas de sens. Donc comment est-ce qu'on fait, eux, pour les embarquer? Est-ce qu'on les évalue? Est-ce qu'on va les auditer? Est-ce qu'on leur fixe des objectifs? Et là, les acheteurs me regardaient. Contrat, on ne va pas faire un contrat RSE avec les fournisseurs, c'est de l'administratif, c'est lourd, c'est pas très pragmatique, ça ne me fait pas rêver ton histoire. D'accord. Et donc je voyais que j'étais en manque de... Je ne les embarquais pas sur le sujet. Donc on y a réfléchi plusieurs fois. Alors on a quand même fait une évaluation RSE de nos fournisseurs en 2019 et c'était quand même intéressant parce que ça nous a permis de voir un peu les sujets de maturité. Mais ce que les acheteurs me disaient, c'est mais Déborah, nos produits, on les achète globalement en France, en Europe. Les fournisseurs, on va les visiter, on les voit, les conditions de travail, on les voit, la façon dont ils gèrent l'environnement dans leurs ateliers. Donc le risque, il est quand même plutôt faible. Pourquoi les mettre de l'énergie sur ces sujets-là? Donc on avait ça qui nous ralentissait, mais on n'arrivait pas forcément à avancer sur le sujet. Et du coup, quand j'ai demandé, mais concrètement, c'est quoi qui vous embarquerait? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Loïc Mailleux, qui était le directeur des achats, lui me dit, moi, ce qui m'embarquerait, ce serait plutôt qu'on fasse un partenariat, qu'on travaille ensemble avec les fournisseurs, qu'on bosse sur des sujets RSE. Parce qu'aujourd'hui, avec les fournisseurs, on parle surtout des produits, mais en fait, les fournisseurs, ils ont des usines, ils ont des problématiques de management, ils ont des problématiques de process, ils ont les mêmes problématiques que nous. Et peut-être qu'on pourrait ouvrir le dialogue bien au-delà des produits qu'on leur achète. Et si on avait des partenariats en lien avec la RSE, avec quelques-uns de nos fournisseurs stratégiques, moi, ça m'embarquerait plus. OK, très bien. Et puis, par ailleurs, j'avais aussi certains acheteurs qui eux, avaient en tête, souvent la RSE, c'est associé à l'environnement quand même, encore, même si on explique, qui eux pensaient aux déchets d'emballage. Et comme dans nos ambitions, du coup, il y a une de nos ambitions qui est de développer le partenariat RSE avec des fournisseurs, et une autre qui porte sur la réduction de nos déchets non dangereux, on s'est dit, voilà, ce qu'on va faire en 2019, en 2020, ça va être de bosser sur les emballages de nos fournisseurs. Une action concrète. Voilà, besoin de concret. C'est là qu'on est parti avec donc Loïc Mailleux, qui était directeur des achats. Il m'a pris par la main, il m'a dit la meilleure façon de savoir par quoi on commence, et là on a été plutôt non pas sur les données mais sur l'intuition, c'est d'aller voir les magasiniers. Allez hop, on va dans les magasins et puis on pose la question directement aux magasiniers. À votre avis, aujourd'hui, si on devait bosser sur un conditionnement d'un fournisseur qui vous gêne, ce serait lequel? Qu'est-ce qui vous est pénible? Et donc, assez rapidement, ils nous ont tous dit, là, ce composant-là, on passe 1h30, 2 heures par jour à ouvrir le carton, à prendre les axes. Les axes, alors sur un chargeur qui monte, qui descend avec un outil qui se déplace, on a beaucoup d'articulations, donc on a beaucoup d'axes. Et donc, c'était pas loin de 2 heures par jour dans les magasins, d'ouvrir les cartons, de prendre les axes, de les mettre dans des boîtes, les petites boîtes, de les emmener en bord de ligne. Et puis, à la fin de la journée, ça faisait un tas de cartons, et ce tas de cartons, il fallait l'emmener au centre de tri. Et là, les salariés, ça leur paraissait pas être de la valeur ajoutée, quoi. C'était pas très intéressant. Donc, il y avait pas mal de pertes de temps, pas mal d'emballage. Donc, on s'est dit, bon, OK, top, là, ça va être ce sujet-là. Maintenant, ce sujet-là, il va tomber à mi-chemin entre l'acheteur, entre le magasin, la supply chain, un peu entre la production. Donc, qui c'est qui va nous piloter ce projet-là? Parce qu'on n'avait pas de personne qui était directement en charge de ces sujets. Et donc, on a fait un point où on a présenté l'ensemble de nos ambitions à nos managers en leur disant, voilà, sur telle ambition, aujourd'hui, on n'a pas vraiment de pilote. Et puis là, ça a été un chouette moment pour moi parce que c'est le directeur de notre usine d'assemblage qui m'a dit, OK, moi, je me saisis du sujet. Et j'ai trouvé ça super parce que ça, c'est une des personnes qui était assez critique sur la démarche, qui nous disait c'est pas très concret, je vois pas très bien jusqu'où vous voulez aller. Et là, il s'est dit moi ce sujet-là, je vois bien l'objectif. Tu m'as fixé un objectif, là c'est bon, je vois bien où est-ce qu'il faut que j'aille. Je le prends, même si c'est pas que mon périmètre, je le prends. Et donc il s'est saisi du sujet. Et là, on a monté donc une équipe. On a fait appel à un stagiaire de la fac d'éco à Rennes qui a piloté, qui a été acteur du sujet, qui a travaillé avec l'équipe logistique, qui a travaillé de très près avec les acheteurs, avec le fournisseur qui s'appelle Anjou Décolletage parce qu'il fallait aller collecter de la donnée chez lui, avec le magasinier qui était directement concerné. Donc ça a été vraiment une équipe pluridisciplinaire qui s'est saisie du sujet et ça a amené des beaux résultats. Et alors l'emballage, vous avez trouvé une solution finalement à cette histoire d'emballage? Ouais. Donc du coup, on s'est dit, on veut réduire nos déchets, mais en fait, le meilleur déchet, c'est celui qui n'existe pas. Donc c'est comment on fait pour carrément supprimer cet emballage-là.
Donc il y a des solutions qui existent déjà. Si vous êtes dans l'industrie, vous avez sans doute déjà vu ça. Donc c'est des caisses en plastique. On a fait les caisses en plastique, mais également la palette bois dont on s'est débarrassé, qui était une palette en plastique. Et du coup, on a mis en place une boucle vers le fournisseur. Donc le fournisseur, il prend ses axes, il les met directement dans des caisses qui sont directement à la bonne taille pour l'amener en bord de ligne. Ça va dans le camion, ça arrive chez nous et le magasinier met dans son stock et après, hop, il l'envoie directement en bord de ligne. Donc ouais, on a trouvé une solution. Et cette solution-là, ce qui est super, c'est qu'elle permet à la fois de réduire la manutention. Il y a beaucoup moins de caisses à porter, de manutention à faire. Donc c'est 150 tonnes de manutention qui ont été évitées pour les personnes du magasin chaque année. Ça a permis également de faire des économies. En fait, au bout d'1 an, on a calculé le retour sur investissement. L'achat de ces conditionnements qui nous appartiennent, c'était à peu près 13 000 €. Et ben, en 1 an, le retour sur investissement, il était fait parce qu'on a fait des économies sur le temps de manutention et on a fait aussi des économies sur le coût du transport. Parce que avant, les caisses en carton, les pièces, elles sont lourdes. Donc les caisses en carton, on ne pouvait pas trop les empiler, sinon elles s'affaissaient par le poids. Donc ça s'arrêtait à une certaine hauteur. Mais là, avec des caisses rigides plastique, bah, on peut en empiler beaucoup plus. Donc dans le camion qui part du fournisseur, on met beaucoup plus de produits dans moins de mètres carrés. Donc ça fait des économies de camions sur les routes et ça fait aussi des économies financières. Et puis en impact environnemental, on a aussi calculé le retour sur investissement. C'était la première fois qu'on faisait ça, mais évidemment c'était important. On a calculé les émissions de gaz à effet de serre liées à l'achat des boîtes plastiques, parce que c'est du PEHD, c'est du plastique, c'est un impact environnemental. Et puis on a calculé les économies en émissions de gaz à effet de serre liées aux emballages qu'on a supprimés, le carton et les palettes de bois. Et en fait, au bout d'un an, on arrivait à avoir un retour sur investissement environnemental. Donc ce projet, il a été vraiment super parce qu'il nous a permis, il est sur les 3 piliers du développement durable, donc un intérêt environnemental, un intérêt économique et un intérêt social. Et puis ce qui a été aussi super sur ce projet-là, c'est que ça nous a permis de faire une étude relativement approfondie et prochain composant ou le prochain emballage sur lequel on va vouloir travailler, ben on a déjà toute notre équation quelque part qui nous permet de savoir si c'est intéressant ou pas. Et on a décidé, et moi j'ai dit et j'étais d'accord avec les équipes, qu'on n'allait pas faire du systématique. On ne va pas dire demain il n'y a plus aucun conditionnement à usage unique. On va étudier à chaque fois si ça fait vraiment sens. Parce que dans certains cas, si le fournisseur il est trop loin, ben en fait, l'impact environnemental du retour de ces caisses vers le fournisseur, on n'arrivera jamais à le compenser avec la suppression des emballages. Et puis ce qui a été bien aussi, c'est qu'effectivement, ça a été un projet concret, ça a été un projet mené par plusieurs équipes transversales. Et ça fait toujours du bien d'avoir ces succès-là dans notre démarche RSE. Tu voulais peut-être finir par un dernier point de conclusion justement sur cette présentation. Là, tu nous redisais justement quels étaient les points de succès. Ce qui, toi, pour vraiment bien résumer, tu nous as donné des chiffres clés des réussites, tu nous as donné des données de comment tu avais fonctionné. D'après toi, voilà, qu'est-ce qui a fait un peu le succès de ce premier projet pour MX? Alors, c'était pas le premier projet. MXN. C'était pas le premier. On en a quelques-uns d'autres. Ce qui fait que ça a marché, c'est effectivement que c'était concret. C'est qu'on est allé directement écouter les acteurs, les gens concernés. En fait, on a été leur demander sur quoi il faut bosser en premier. Donc, c'était leur sujet. C'est un truc qui les gênait, qui les embêtait. Donc, évidemment, ils avaient envie d'être moteurs sur ce sujet-là. Ça a été aussi de trouver un pilote qui était moteur. Là, mon directeur de l'unité d'assemblage qui a dit « Moi, je me saisis du sujet ». Et puis, ouais, c'est vraiment prendre en compte l'ensemble des parties prenantes. Parce que notre fournisseur, il a été aussi super content. Il a été fier, vraiment fier d'être qu'on pense à lui pour ce premier projet-là. Et en plus de ça, lui, il nous a dit, moi, ça m'a mis en mouvement. Et puis maintenant, quand j'ai avec d'autres clients, bah, je leur propose aussi cette solution-là. Donc, j'ai gagné. Voilà, j'ai appris avec vous et j'ai vraiment gagné. Et c'est hyper positif parce que lui-même, il va dupliquer cette étude-là auprès de ses propres clients. Merci beaucoup déjà pour ce premier bout de témoignage. Merci, je pense qu'on peut déjà applaudir Déborah. On a avec nous donc Marine Lejeune de l'agence Déclic qui va nous faire si tu veux bien nous faire un petit retour avec ton regard d'expert sur la démarche d'MX10.
Bien sûr. Déjà, je suis vraiment ravie de pouvoir intervenir pour ce témoignage parce que je trouve qu'il est très riche de sens. On sent que Déborah, tu t'épanouis dans ton travail. Donc déjà, merci pour ça. Ça fait du bien entendre. Et puis, je trouve qu'il est intéressant aussi pour comprendre la transversalité aussi d'une démarche RSE. On part d'un exemple en fait qui part plutôt du pilier environnement et il concerne aussi tous les autres piliers de la RSE que vous pourrez découvrir tout au long de cette journée, qui sont la gouvernance, le social, l'économie et le territoire. Donc pour un peu faire la démonstration, si on part sur l'environnement, on a vu le titre de cette conférence, c'était vraiment de l'emballage recyclable. Donc comment on réduit les déchets. Il y a d'autres impacts qui viennent ensuite de cette action-là. C'est qu'on lutte contre le changement climatique, un des gros enjeux de la RSE, en optimisant le transport et justement aussi grâce à la réduction des emballages. Ça permet aussi de vraiment étudier l'analyse du cycle de vie. Tu as parlé de ça au début, tu as parlé du bilan carbone. Donc on sent que le pilier environnement est vraiment saisi par la structure, par cet exemple-là. Et c'est aussi bien de pouvoir étudier pour chaque cas, de se dire qu'en RSE, il n'y a pas une seule réponse. Donc là, ça marche avec ce fournisseur. Mais c'est aussi ça, la RSE, c'est se dire il faut à chaque fois étudier cas par cas pour être sûr des impacts positifs de cette démarche. Donc ça, c'était sur le pilier environnement. Et pour pouvoir agir sur ce pilier environnement, on a besoin du pilier gouvernance. Le pilier gouvernance, c'est vraiment central, puisque c'est ce qui permet de diffuser la RSE à l'ensemble des métiers. Et c'est vraiment ce que vous faites chez MXTend, je trouve, puisque c'est porté par la direction depuis 2014. C'est aussi approprié par les managers grâce aux séminaires et grâce aux différents échanges que vous avez pu avoir au sein de l'entreprise. Et c'est aussi intéressant puisqu'il y a une ouverture de la démarche avec l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise qu'on va pouvoir ensuite détailler dans les autres piliers. C'est aussi intéressant de voir que c'est un des propulseurs de la RSE et j'aimais bien l'exemple que la RSE est au cœur de nos actions. Et en tout cas, moi, je suis vraiment attachée à ça, au fait que la RSE, c'est pas à côté, c'est vraiment diffusé à l'ensemble des services, à l'ensemble de nos relations avec nos parties prenantes. Et c'est ce qui permet ensuite vraiment d'avoir un impact plus fort sur l'ensemble de l'entreprise. Si on va ensuite sur le parti plutôt social, ce que j'ai retenu, moi, c'est vraiment le fait que ça soit une démarche participative. C'est porté par, on l'a vu, par la direction, mais c'est aussi approprié par l'ensemble des salariés. Donc on sent que c'est vraiment une solution qui est venue des collaborateurs. On est venu interroger les personnes qui sont sur le terrain et qui vont, eux, dans le quotidien, pouvoir se saisir de cette solution. Ce qui fait que du coup, il y a un sentiment d'appartenance. On sent que, c'est ce que tu as dit, Déborah, que les salariés aient plaisir à travailler. Ça serait vraiment, en tout cas, l'objectif. Et ça contribue aussi à une marque employeur qui est plus positive, puisqu'on peut plus fidéliser nos collaborateurs. Et on sait aussi que nos collaborateurs peuvent devenir ambassadeurs de notre démarche. Et ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que cet exemple sur les emballages a des bénéfices aussi sur la partie qualité de vie au travail, puisqu'elle permet d'avoir plus de sécurité, plus d'ergonomie, en réduisant la manutention et le temps aussi d'intervention, comme on le disait tout à l'heure. Et j'ai bien aimé aussi, pour conclure, le fait que c'est un directeur d'usine d'assemblage qui se saisisse du sujet, parce qu'on voit que la RSE n'est pas juste portée par Déborah, elle est bien sûr diffusée par Déborah, mais c'est aussi avec l'ensemble des collaborateurs. Et c'est ça aussi la RSE, de se dire que c'est peut-être pas dans nos compétences de base, mais si on a la volonté, on peut aussi monter en compétence sur ces sujets de la RSE. Et ce qui fera qu'il y aura plus d'impact ensuite. Et je trouve que la qualité de vie au travail est vraiment bien démontrée dans cette démarche d'écoute des collaborateurs. Grâce à cette écoute, on peut ensuite passer à de l'innovation, et ça fait le lien avec le pilier économique. Donc sur le pilier économique, je trouve que c'est intéressant de voir en tout cas la politique d'achat responsable. Donc comme on l'a vu, ce n'est pas évident à mettre en place, mais pour pouvoir la mettre en place, on a besoin de communiquer avec nos fournisseurs. Et c'est vraiment l'idée de pouvoir ouvrir le dialogue avec les fournisseurs en disant qu'eux aussi se posent sûrement des questions sur la RSE. On le voit, comme on l'a vu en introduction, que la RSE est de plus en plus diffusée dans les entreprises et qu'on peut aussi créer des partenariats comme ça avec notre écosystème pour aller plus loin ensemble et mutualiser les bonnes pratiques. C'est aussi pour ça qu'on est là d'ailleurs aujourd'hui à Associate Change. Donc c'est intéressant de voir que cette relation fournisseur a permis de faire émerger un besoin concret et d'avoir ensuite une action de pouvoir qui simplifie finalement le travail des fournisseurs et des collaborateurs. Je trouve aussi c'est intéressant de voir qu'on a modélisé les gains économiques, donc en termes de ROI. En RSE, on sait que ce n'est pas facile de mesurer le ROI de la RSE, mais grâce aux indicateurs, là, on peut avoir des données aussi pour montrer aussi les impacts concrets. Et ça, pour convaincre d'autres fournisseurs ou d'autres entreprises, c'est aussi précieux d'avoir ces chiffres-là. Et bien sûr,
tout ça, on le fait pour qui? On le fait pour les utilisateurs. Et ça, c'est vraiment le premier propulseur de MXTend sur comment on peut répondre aux besoins de nos utilisateurs, comment on peut faciliter la vie des agriculteurs. Et là, c'est intéressant de voir que tout ça, on le fait aussi pour ça, pour nos clients. Et si je peux terminer avec le pilier territoire, donc là, on est vraiment sur la partie ancrage local. On sent que c'est une entreprise qui déjà a créé de l'emploi sur le territoire, donc c'est important. Le fait qu'on ait aussi des stages, donc on peut aussi favoriser la montée en compétences d'un territoire. Et aussi l'implication dans les réseaux. Donc on a cité DRO, mais j'imagine qu'il y en a d'autres. On a cité C3D aussi, et bien d'autres. Et tout simplement, le fait d'être là aujourd'hui à ce témoignage, de montrer bien sûr ce qui a fonctionné, les réussites, mais aussi les difficultés, de pouvoir inspirer aussi peut-être d'autres entreprises, ça fait aussi partie de l'ancrage de l'implication sur le pilier territoire. Donc pour conclure, c'est vraiment une démarche qui part d'un pilier environnement, mais on sent qu'il a pu être mis en place parce qu'il y a une réflexion depuis des années sur la transversalité d'une démarche RSE. Et grâce à ça, on a une démarche qui est concrète, qui est cohérente et qui, j'imagine, va encore pouvoir avoir des bénéfices sur des années et des années. Donc très bonne continuation pour la suite. Merci. Merci beaucoup. Alors, je regarde les questions qui ont pu être posées. Une première question, Déborah, pour toi. En fait, on parle beaucoup de l'implication des collaborateurs, des équipes en général, justement du lien avec le dirigeant qui est partant et les équipes, mais c'est quand même un projet qui s'inscrit dans une durée plutôt moyen terme, assez longue. Comment on fait pour embarquer des équipes, des collaborateurs sur un projet voilà, aussi long? Ouais, c'est une très bonne question. Déjà, je pense que le premier point, c'est les informer. Donc les sensibiliser, pour moi, c'est un enjeu majeur et c'est un des rôles de l'entreprise, je pense, aujourd'hui dans nos sociétés. Mais ça ne fait pas tout. Donc effectivement, nous, je fais des sessions de 2h30 avec tous les nouveaux collaborateurs et on parle de RSE. Voilà. Je leur parle de biodiversité, de climat, de l'accidentologie, d'un certain nombre de sujets. Et puis à la fin de cet atelier-là, et ce qu'ils aiment le plus, c'est et vous concrètement, parce que je leur dis, bon, ok, très bien, on a vu, mais et vous concrètement, à votre poste de travail, qu'est-ce que vous pouvez faire? Et souvent, je leur dis, je ne vous demande pas des idées pour les autres, ce que les autres pourraient faire. Non, vous, sur votre poste de travail, à votre niveau, qu'est-ce que vous pouvez faire? Parce que moi, je suis en charge de la RSE, mais je n'ai pas une équipe derrière moi. On est 650 sur le site d'assignés, et c'est tous ensemble qu'on va pouvoir le faire. Donc j'essaye déjà effectivement de les mettre en mouvement, de se questionner sur leur poste de travail, qu'est-ce qui pourrait être fait. Ça, c'est un premier point. Ensuite, très clairement, je pense que ça fonctionne chez nous parce qu'on a démarré une transformation managériale il y a 3 ans, où on veut être dans une démarche de plus en plus participative. Et effectivement, en 2018, quand j'avais écouté les salariés, il y avait 2 gros sujets qui revenaient. Un des sujets, c'est on ne nous écoute pas assez dans les projets. Et le deuxième sujet, en tout cas pour une partie, c'était la qualité de vie au travail dans des usines un peu vieillissantes. Donc j'ai bien poussé ce message-là auprès de la direction et ça a été entendu. Je n'étais pas la seule à le dire, évidemment. Au sein des instances, le message était aussi passé et ça a été très largement entendu par la direction, avec la conviction très forte des dirigeants de se dire qu'en fait, les sachants, c'est les gens qui font tous les jours. C'est les gens qui sont dans les usines. Donc effectivement, dans les projets, quand on achète une nouvelle machine, quand on veut transformer quelque chose, faut qu'on les questionne eux. Voilà, eux, ils vont avoir les bonnes idées. Et ça, je suis vraiment contente parce que c'est en train de fonctionner. Voilà, il y a le retour de la DRH qui nous dit maintenant, dans le CSE, effectivement, on n'entend plus ça et au contraire, les gens nous disent qu'on est vraiment écoutés et vraiment pris en compte. Et ça, c'est hyper important. Donc l'écoute de l'ensemble de nos parties prenantes, mais une vraie écoute, une écoute attentive, prendre en compte, comprendre ce qui se passe. Notre dirigeant, on a aussi mis ça en place il y a 1 an, un peu plus d'1 an, parce que c'était avant l'époque du Covid, des dialogues directs, direction salariée. Donc tous les 2 mois, le dirigeant, il y a 15 personnes de différents services qui sont invités à venir. Et pendant 1h30, ils échangent et ils peuvent poser toutes les questions qu'ils veulent. Ils peuvent remonter toutes les problématiques qu'ils ont. Donc il y a une écoute aussi directe de dirigeants avec l'ensemble des salariés. Ça participe. Donc c'est vraiment ce climat d'écoute qui va nous aider. Donc écouter, entendre, partager les ambitions pour donner envie d'agir.
Là, comme ça, c'est ça qui me vient en tête. Il y a sans doute d'autres choses, mais je pense que celle-ci, elle est vraiment clé, quoi. Cette transformation, enfin, ce management participatif, il est hyper important. On a tous besoin de se sentir inclus, de se sentir autonome sur notre poste de travail, de sentir qu'on participe à quelque chose, et ça, c'est vraiment clé. Surtout vu les enjeux qui nous attendent. Si on veut agir vite, il faut qu'on arrive à embarquer les équipes. Merci pour cette partie-là. Effectivement, donc il y a les équipes qui doivent donner des idées. Ça ne peut pas se faire sans qu'ils donnent des idées. Ça veut dire que la direction, elle doit écouter les idées, même si peut-être ça gratte, des fois. Toute l'équipe est embarquée, c'est top, on est ensemble, on est heureux, on a envie d'y bouger. Et puis les fournisseurs, ils ne suivent peut-être pas. Comment ça se passe? Comment ça s'est passé avec vos fournisseurs? Ils ont joué le jeu? Alors d'abord, juste tout le monde est embarqué. Ben non, hein, évidemment. Dans une entreprise, on ne va pas embarquer tout le monde, il ne faut pas rêver. Enfin, voilà, c'est comme dans la vraie vie, on n'embarque pas tout le monde. Hein. Il y en a plein qui... Il y en a que ça porte, voilà, qui ont des convictions personnelles ou qui sont marquées par les informations qu'on leur passe et puis qui ont envie de bouger. J'ai aussi certains salariés qui sont vachement engagés chez eux, puis arrivés dans le monde de l'entreprise, en fait, je sais pas, il y a une scission et ils considèrent que non, dans le monde de l'entreprise, c'est plutôt l'économie qui doit piloter. Donc on a aussi ça, donc ça c'est passer des messages. Et puis on a aussi des salariés qui considèrent que c'est une contrainte supplémentaire. Attends Déborah, on parle d'éco-conception. Il faut que je prenne en compte l'impact environnemental. J'ai déjà la qualité, les coûts, les délais à tenir. Et en plus, il faut aussi que je fasse, que je rajoute dans l'équation hyper difficile à tenir l'impact environnemental. Non, c'est pas facile, il ne faut pas se mentir. Hein, c'est difficile tous les jours, surtout quand on a plein de projets. Actuellement, on a des problèmes de riches, on a un carnet de commandes qui est énorme, on a des beaux contrats qui arrivent, on a plein de projets à mener et c'est difficile de tout faire en même temps. Et en plus, on a cette dimension environnementale dont on ne tenait pas autant compte auparavant. Donc ouais, non, ça reste difficile. On n'a pas embarqué tout le monde, mais on est sur le chemin et c'est un chemin qui ne s'arrête jamais. Et pour les fournisseurs... là, ouais, avec Anjou Décolletage, ça a été vraiment facile parce que son acheteur lui en avait déjà parlé il y a 3-4 ans. Ça ne s'était pas concrétisé. Mais lui, entre-temps, il avait planté une graine chez le fournisseur, puis il avait réfléchi, il avait commencé à réfléchir. Donc, il était prêt, en fait. Il était prêt, puis il était vraiment fier. Ce n'est pas un très gros fournisseur par rapport à une entreprise comme la nôtre. Donc, il était vraiment super fier d'être embarqué. Donc, il est parti tout seul. Et c'est vrai que ce n'est pas simple, hein, parce qu'il a fallu qu'il donne le coût de ses cartons qu'il achète, le coût des emballages. Enfin, il a donné énormément d'informations. Et pour que ça marche, il fallait vraiment qu'on soit transparent. Donc, ça a été super. Mais lui, il s'y retrouve. Parce qu'en fait, voilà, il est fier parce qu'il a été le premier, il a été pionnier dans la démarche pour l'entreprise. Et puis, il peut l'appliquer auprès de ses propres clients. Et quelque part, lui, ça lui permet de se différencier vis-à-vis de ses concurrents. Il a ce truc-là en plus. Et ensuite, par rapport à ce projet-là, moi, ce que j'ai tenu à ce qu'on fasse, c'est une petite vidéo assez courte de 2 minutes où on voit les différents acteurs du projet. Et on a fait, c'est la première fois cette année, une réunion avec l'ensemble de nos fournisseurs à distance. Enfin, pas l'ensemble de nos fournisseurs, ils sont trop nombreux, mais les fournisseurs stratégiques. Et on a parlé de RSE. Et on leur a montré la vidéo pour leur dire, bah voilà, concrètement, ce projet-là, ouais, ça a pris un petit peu de temps, mais ça nous fait faire des économies. C'est bien pour le climat, c'est bien pour vos salariés, c'est bien pour Et donc, on a reçu des coups de fil. D'ailleurs, on a reçu des coups de fil. On a été obligé de dire, bah non, je suis désolée, vous êtes physiquement trop loin. Et ça ne fait pas sens. En tous les cas, pour l'instant, il n'y a pas de solution économique qui fasse que ce soit intéressant. Donc ça, effectivement, c'est le risque. Mais globalement, oui, plutôt embarqué. Ouais. Embarqué. Et donc, si je comprends bien, commencer tout simplement avec ceux qui sont déjà prêts, déjà là, sans forcément engager des gros travaux pour essayer de convaincre tout le monde. D'ailleurs, dans convaincre, il y a vaincre. Ce serait quoi les plus grands dangers là, qui guettent une question sur les principaux dangers qui guettent votre politique RSE. Principaux dangers. Alors actuellement, effectivement, j'en ai dit un mot tout à l'heure, on a des problèmes de riches, on a un carnet de commandes qui est énorme. Et donc, on a fait des formations managériales et on nous a appris qu'en tant que manager, il fallait qu'on soit que 10% de notre temps capitaine d'urgence et puis le reste du temps plutôt coach vis-à-vis de nos équipes. Et là, il faut qu'on transforme nos usines. On est en train de transformer complètement nos usines pour réussir à produire les grosses quantités, l'augmentation de volume auquel on fait face. On a plein de projets en RSE, mais on en a plein d'autres. En fait, on est vraiment très gourmand dans l'entreprise en projet. Tout le monde a plein d'idées. En fait, on n'arrive pas à faire tous les projets. Donc ça, c'est une des problématiques qu'on a. Donc effectivement, c'est face à cette situation un peu d'urgence qu'on a, où on a énormément de projets. Comment on va faire pour tenir le cap ?
C'est ce que j'ai dit à mon dirigeant en début d'année. Je fais là, on est vraiment sur une année de tous les dangers. On a une transformation managériale où on va aller vers plus de coopératifs. On a une transformation industrielle importante. On a énormément de projets. Le penchant naturel, ça va être d'aller plutôt vers un management très directif, plutôt capitaine d'urgence, fais ci, fais ça. Et il faut qu'on fasse gaffe parce que ça fait 3 ans qu'on est sur ce chemin-là. Et si on n'arrive pas à garder le cap pendant cette année, la crédibilité, elle va tomber. Et quand elle est tombée, c'est dur à rattraper. Et on est en octobre et je suis super fière parce qu'on a tenu le cap. Il y a eu des décisions importantes qui ont été prises. L'exemple a été donné et la direction y croit. Et même moi, des fois, elle me chatouille un petit peu sur certains projets que j'aurais imaginé de faire d'une certaine façon. Je pense à une stratégie climat sur laquelle on est en train de travailler, où j'avais commencé à imaginer l'équipe, qui serait dans l'équipe, quelles fonctions fallait qu'ils soient présentes dans l'équipe. Et ils m'ont dit, Déborah, en fait, on ne va pas fonctionner comme ça. On va plutôt aller chercher des gens qui sont volontaires sur le sujet. Ah ouais, d'accord, je reprends ma feuille. Effectivement, oui, tant qu'à faire. Comme tu le disais, il ne faut pas qu'on convainque tout le monde. Il faut peut-être qu'on aille chercher les gens qui sont moteurs parce qu'il y en a un paquet. Donc voilà, par exemple. Donc pas forcément être sur le convaincre, mais donner l'envie et aller plus loin. Donc il y a quand même une complexité d'abondance là que vous avez. Malgré tout, moi j'ai envie de demander maintenant, et peut-être c'est la dernière question, quelles sont les prochaines étapes sur la stratégie RSE, parce que du coup maintenant, avec ton poste, c'est une stratégie que vous menez en place. C'est quoi les prochaines étapes ? Là, le gros sujet auquel on s'attaque, c'est effectivement la stratégie climat. Pour ceux qui se sont déjà engagés là-dessus, ça fait un petit peu peur de se demander qu'est-ce qu'on sera en 2050 dans un monde décarboné. Ce sera quoi l'agriculture en 2050 dans un monde décarboné ? Qu'est-ce que les gens mangeront ? Quelle sera l'agriculture ? Est-ce qu'on arrivera à avoir de l'acier décarboné ? Parce que nous, les grands enjeux auxquels on fait face, c'est notre chargeur, il ne fonctionne pas sans tracteur. Et le tracteur, pour l'instant, on met du carburant dedans. Donc déjà, on va attendre de la part de nos détracteuristes qu'ils avancent vers d'autres solutions que sur les énergies fossiles. Puis comment on fait pour les convaincre ? Et puis nos agriculteurs, aujourd'hui, quand on fait de l'éco-conception, qu'on imagine de réduire les épaisseurs, ils nous disent non, mais moi, je ne veux pas acheter votre chargeur. Tu as vu les épaisseurs ? Je vais plutôt aller chez le concurrent. Je suis sûre que ça va tenir plus longtemps. Donc ça, c'est un de nos enjeux aussi. Comment nous, une si petite entreprise, on peut réussir à changer un peu l'image que peuvent avoir les agriculteurs sur la durabilité des produits. J'ai un peu perdu le fil de ce que je voulais dire. C'était les prochaines étapes. Donc les prochaines étapes. Ouais. Là, je pense que la stratégie bas carbone, ça va vraiment nous impacter parce qu'il va falloir qu'on se pose des questions sur notre offre produits-services. Il va falloir qu'on se pose des questions sur nos usines. Il va falloir qu'on arrive à aller vers... il faut qu'on réduise de 50% nos émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030. Et comment on va faire ça, sachant qu'on va augmenter nos volumes ? Bon, c'est des sujets compliqués et je pense que ça va être très moteur, dans l'entreprise. Et puis garder évidemment notre transformation managériale qui est hyper importante et qui amène et qui va nous amener, j'en suis sûre, plein d'autres idées sur la façon dont on va devoir avancer. Très bien, merci à toutes les deux. Merci beaucoup pour les témoignages et Marine pour ton expertise. Je vous propose de les applaudir pour ce temps. Je ne connais pas bien tout à fait la suite du programme. Je vais sans doute lancer avec les partenaires. Et donc, j'appelle Stéphane pour le renouvellement et la suite du programme. Encore merci.